Et je vais donner maintenant la parole à Monsieur Nelson Valéjo Gomez, qui est le secrétaire général de l'Association pour la pensée complexe. Mesdames et messieurs, chers amis, au nom de l'Association pour la pensée complexe et de son président, Edgar Morin, de ses vice-présidents Sabah Abou-Salam, Jean-Louis Lemoigne et Mauro Ceruti, nous vous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue au premier Congrès mondial de la pensée complexe. Nos remerciements vont d'emblée au président de la Commission nationale française pour l'UNESCO, Daniel Janicot, partenaire convaincu de la première heure, et à ses collaborateurs, Alexandre Navarro, Philippe Desgouttes, Lisa Groger, Angie Contreras, sans lesquels un congrès d'une telle magnitude aurait été infaisable par notre association. Grâce au parrainage du président de la République française, François Hollande, et au soutien institutionnel de la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Najat Vallaud-Belkacem, ainsi que grâce à l'appui de la Direction générale de l'enseignement scolaire et de la Direction du numérique pour l'éducation, notre congrès a pu bénéficier d'être inscrit dans le plan national de formation 2016-2017, bénéficiant ainsi d'une collaboration attentive et compétente des équipes du réseau de création et d'accompagnement pédagogique Canopé, sous la direction générale de Jean-Marc Mériot. Nous reconnaissons dans la qualité du travail des Canopés que vous avez constaté à travers le site internet du Congrès et les brochures du programme, ce travail effectué par Olivia Lemarchand et Eric Guichaoua, qu'ils en soient remerciés. Nous sommes heureux de dire publiquement au directeur général de l'ESSEC, Jean-Michel Blanquer, que grâce à son aide, sa confiance et sa bienveillance, nous avons pu avoir les moyens de nous lancer dans l'aventure d'un congrès mondial. Reconnaissance et amitié, cher Jean-Michel, ami des temps de bataille de l'esprit et toujours pour le meilleur. Te decimos, compañero, hasta la victoria finale. Nos remerciements chaleureux vont aussi au président de la Fondation Maison des sciences de l'homme, cher Michel Viovorka, et à son vice-président, cher Jean-Pierre Dozon, qui nous font confiance et qui acceptent que la maison soit constamment infusée par les thématiques de la complexité, afin de répondre aux défis d'un monde globalisé. Ils acceptent aussi nos conseils pour nos multiples partenariats en Amérique latine. Depuis 4 ans, en effet, grâce à Michel Viovorka, les chercheurs du réseau de la Fondation ont contribué à penser la sortie de la violence et l'avènement de la fin du conflit interne armé pour un pays cher à mon cœur, Colombia. Merci de tout cœur, cher Michel et cher Jean-Pierre. Nous espérons que nos autres partenaires et soutiens, en particulier l'Institut Piaget du Portugal, le Centre national de la recherche scientifique en France, les éditions Playback en la personne de Jérôme Salté, l'ambassade de France en Espagne, l'Institut français en Argentine, trouvent dans le succès de ce congrès l'expression de nos remerciements. Cette séquence de remerciements chaleureux s'adresse surtout à vous tous, chers intervenants et participants, à vous qui vous sentez convoqués, interpellés ou peut-être interloqués par la méthode du paradigme de la complexité. Nous vous remercions d'avoir répondu présent et d'être venus si nombreux, pour certains venant d'autres continents, surtout de l'Amérique latine. Je vois dans la salle des amis qui ont traversé l'Atlantique et qui viennent de ce nouveau monde, le si bien nommé, terre des prédilections de la pensée complexe et de la pensée du Sud. La prise de conscience pour une réforme de l'entendement viendra du métissage
créateur de l'Amérique du Sud ou ne viendra pas. Nous saluons la présence dans la salle de Leonardo Rodriguez, qui s'est occupé du comité de lecture des contributions pour notre site Internet avec le professeur José Luis Solana de l'Université de Jaén et avec Carlos Jesús Delgado, président, recteur de la Université Multiversidad. Mais je remercie également dans la salle la présence de mon cher ami Marco Antonio Velilla, avec qui, en 2000, nous avons créé la Corporation Complexus pour le développement. La présence de Armando Rubén Reinaga, le fils de notre cher et regretté Rubén Reinaga, avec qui on a fondé en 2004 l'Université Multidiversidad Mundo Real Edgar Morán en Sonora, México. Nous remercions la présence del rector de la Universidad Ricardo Palma del Perú, querido Iván Rodríguez Chávez, et de la directrice de l'Institut de pensée complexe Edgar Morin du Pérou, Teresa Salinas. Parmi les personnalités ici présentes et venues de loin, nous saluons la présence et l'amitié de Gustavo López Ospina, ancien directeur du programme Éducation pour un avenir soutenable à l'UNESCO, avec qui nous avons, depuis 1996, fait en sorte que les thématiques de la complexité entrent dans les conceptions et la mise en œuvre des politiques, et notamment des politiques éducatives. C'est en 1997-1998, avec le ministre Claude Allègre et son conseiller spécial Didier d'Acunha Castel, dont je salue ici la présence, visionnaire, octobre 1997. En mars 1998, a été confiée à Edgar Morin une réflexion pour la réforme de l'enseignement dans les lycées. Cher Jacques Lang, votre rêve s'est cristallisé en 1998 lorsque pendant une semaine, nous avons organisé les journées thématiques Relier les connaissances, défis du XXIe siècle. Et c'est grâce à ces réflexions que le concept de socle commun a pu émerger davantage et être aujourd'hui dans la loi de refondation de l'école de la République, le socle commun des connaissances, compétences et des cultures. Mais c'est en octobre 1999 que grâce à la ténacité de Gustavo López Ospina, alors, et à Federico Mayor, alors directeur général de l'UNESCO, que la pensée d'Edgar Morin est venue infuser d'une façon extraordinaire la pensée éducative mondiale à travers, cela a été dit, les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, un texte traduit aujourd'hui à 72 langues et qui contribue encore à réfléchir à la réforme de l'enseignement à partir des thématiques de la complexité. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes ici par nécessité vitale et par complexité. On ne parvient pas à un congrès mondial à l'UNESCO par hasard. C'est le fruit de beaucoup d'efforts, d'une très longue aventure, d'une logique de confiance, de tissage humain sublime avec les autres, d'une éthique de reliance. Pour beaucoup de nous autres ici présents, je songe aussi à ceux qui sont absents et qui n'ont pas pu nous rejoindre. Cette rencontre heureuse qui s'ouvre aujourd'hui représente une relation, une reliance, un tissage sublime inspiré depuis longtemps par la jeunesse presque centenaire de l'humaniste planétaire qui nous anime et que nous allons saluer durant ces 2 journées intenses des travaux. Durant 4 tables rondes,
nous allons évaluer la nécessité vitale d'un changement de paradigme pour éduquer, y rééduquer, connaître et reconnaître, décider, agir et réagir sur cette crête entre deux abîmes qu'est le subjectivisme et l'objectivisme. Et enfin, un paradigme pour penser et repenser encore les défis d'un monde globalisé. Nous savons que l'enjeu qui nous convoque dans ce congrès mondial porte le nom de paradigme de complexité et que cela touche le cœur même de la compréhension de l'organisation profonde concernant la nature, l'individu et la société, mais surtout concernant les émergences que ces trois notions mettent en jeu par action et rétroaction, par crise, hasard, bruit, chaos, erreur et fureur, surtout humaine et terrible fureur. Durant ces 4 tables rondes, nous espérons apprendre comment et pourquoi, grâce à la pensée complexe, l'éducation, c'est une métamorphose de l'esprit humain, son salut même. Comment et pourquoi la connaissance est un savoir incertain dans un système d'interprétations et organisations qui nécessite de réhumaniser la science et de régénérer les humanités. Comment et pourquoi le comportement éthique, c'est une pensée active de reliance en responsabilité et solidarité, bienveillance et complexité. Comment et pourquoi l'ère planétaire appelle la nécessité d'une politique des civilisations en complexité et en reliance, en conscience vive, en solidarité, en fraternité, en responsabilité des destins, enfin, penser une ère planétaire pour une terre patrie. Et sans plus attendre, voici, cher Edgar Morin, votre congrès mondial, votre symposium, votre banquet d'amitié, d'amour et de pensée. À vous donc la parole, cher Condor des Alpes et des Andes. Eh bien, maintenant, le moment tant attendu est arrivé. Je donne la parole à Monsieur Edgar Morin. Très chers amis ici présents, l'improbable est arrivé, car ce congrès n'aurait pas pu être organisé seulement par notre petite association pour la pensée complexe. Il a fallu l'action décisive de Daniel Janicot, de la Commission française pour l'UNESCO et de toute son équipe présente ici, sans qui rien n'aurait pu exister. Il y a, heureusement que Nelson a fait d'abondants et justifiés remerciements, ce qui m'évite de les énumérer tous, mais ce que je voudrais dire, c'est aussi que lui-même, son action, son dynamisme ont été absolument décisifs, surtout dans cette œuvre de reliance où il a pu relier des fils très séparés pour finalement faire quelque chose qui se lie et devient une force spirituelle et organisatrice. Je veux remercier aussi tous ceux qui ont lu les communications, le comité de sélection. Je veux remercier toutes les aides de nos amis permanents comme Jean-Michel Blanquer de Pextelier-Sec. Bref, je veux peut-être oublier, et puis je veux dire aussi que si notre action, notre pensée est quelque chose qui est en marge du mode de pensée hégémonique qui réduit ou qui disjoint, on peut dire qu'on a eu quand même, disons, le patronage des plus hautes autorités de notre République, à commencer par le président
de la République, et je les remercie profondément. Bon, maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que la complexité, et ce que j'ai souvent dit, est un défi à la connaissance, un défi à la pensée, un défi à l'action. Pourquoi? Parce que notre réalité, qu'elle soit physique, qu'elle soit biologique, qu'elle soit humaine et sociale, notre réalité est toujours un cocktail étrange d'ordre, de désordre et d'organisation. D'ordre, je veux dire, pas seulement de déterminisme, mais de stabilité, de régularité, de désordre, je veux dire, pas seulement de hasard, mais de dégradation, de collision, d'ordre, je veux dire aussi, tous ces systèmes qui se sont créés à partir de l'atome jusqu'aux grandes étoiles et bien entendu, marginalement sur une petite planète, la vie et l'espèce humaine. Et ce qu'il y a aussi de complexe dans toute organisation de système, c'est que celle-ci produit des qualités qui n'existent pas dans les parties constitutives, qu'ainsi la vie qui est faite de molécules physico-chimiques, en tant qu'organisation, a créé des qualités qui sont la reproduction, l'autoreproduction, la connaissance, etc. Donc, voici ces complexités que la connaissance, telle qu'on nous l'a enseignée, ne perçoit mal, parce que ou bien elle sépare toutes ces données, ou bien elle voit de la confusion. On est condamné à l'unilatéralisme ou à la confusion. Et disons, le problème, c'est qu'il est centré sur la connaissance, car la connaissance, à commencer par la perception, n'est jamais une photographie de la réalité. La connaissance est toujours une traduction et une reconstruction dans laquelle il y a toujours, évidemment, le risque de l'erreur, ce que nous savons par différents moyens que je n'ai pas à énumérer ici, mais sur lesquels on pourra revenir. Et je dirais que la connaissance elle-même, elle est gouvernée en profondeur par ce qu'on peut appeler les paradigmes. Vous savez que c'est très difficile. Il y a plusieurs définitions du mot paradigme depuis que Thomas Kuhn l'a employé, mais moi je l'emploie dans un sens dérivé de la linguistique structurale. C'est ce qui permet d'organiser les discours, et ce paradigme qui domine est un paradigme de disjonction qui sépare les choses et de réduction qui veut comprendre toujours un tout complexe à partir de ces éléments constitutifs de base. Et nous avons toujours dans cette connaissance des objets séparés et de leur environnement et des ensembles dont il faut partir. Alors, nous avons effectivement ici deux pôles de complexité. Un pôle, c'est l'humain, et l'autre pôle, c'est l'univers. L'un et l'autre extraordinairement complexes. L'homme, il faut dire que Homo complexus, et pas seulement, et plus tel maintenant Homo sapiens, l'humanité est une trinité où l'individu, la société, l'espèce sont liés de façon inséparable et s'autoproduisent l'un l'autre. C'est et alors qu'en général, tout est morcelé, y compris dans les sciences humaines, où par exemple la sociologie tente à dissoudre l'individu, où la psychologie tente à dissoudre la société, et où, la chose la plus grave, l'économie dominante ne veut connaître que par le calcul. Or, comme vous savez, le calcul dessèche, détruit les chairs, ne voit que des squelettes, ne voit pas l'humanité de l'humanité. Et on disjoint l'homme culturel de l'homme biologique, etc. Je n'insiste pas, mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes actuellement
menacés par une vision techno-économique qui non seulement croit connaître essentiellement par le calcul, que ce soit la croissance, le PIB, les sondages d'opinion, etc., mais surtout aujourd'hui par le rêve d'une algorithmisation totale de la société et de l'homme. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? C'est ce qui permet de connaître à l'avance les comportements et les actions. C'est-à-dire, en général, c'est ce qui permet de contrôler une machine triviale. Qu'est-ce que c'est qu'une machine triviale? C'est une machine, quand vous connaissez son programme, vous connaissez son comportement. Or, le propre de l'humanité, non seulement dans toute son histoire, dans l'histoire des sociétés, n'a jamais été une machine triviale, mais l'individu n'est pas une machine triviale, c'est quelqu'un chez qui arrive l'inattendu, dans laquelle arrive aussi bien la révolte, peut arriver au contraire la révélation d'une foi. Et si nous agissons quotidiennement, subissant des contraintes comme une machine triviale, mais nous pouvons au cours de notre vie faire des rencontres qui nous transforment, la découverte d'un livre, la découverte d'une personne aimée. Donc, si vous voulez, là aussi, nous sommes menacés par une vision absolument réductrice de l'homme, de la société et bien entendu de la vie, puisque dans le fond, l'histoire de la vie, l'évolution, est une série de métamorphoses, d'apparitions créatrices, des ailes, du cerveau, des intestins, des membres, etc. Donc voilà, la question, c'est que nous sommes, à cause de ce mode de pensée qui sépare et qui se joint, nous risquons sans arrêt des erreurs et des illusions qui prolifèrent et qui ont proliféré. Moi, j'ai l'expérience des années 30 à 40, où toute une série d'erreurs et d'illusions, aussi bien des responsables que des peuples, ont conduit à une boucherie atroce que fut la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il est nécessaire de penser à pratiquer une connaissance complexe. Et c'est ici que j'oppose le principe pascalien qui dit que toute chose étant aidante, causée et causante, que tout étant lié par un lien insensible qui le relie, je tiens pour impossible de connaître le tout si je ne connais les parties, ni de connaître les parties si je ne connais le tout. Donc, c'est l'idée fondamentale de la reliance, du lien entre tous les aspects de la connaissance qui nous lance dans une aventure difficile qui, évidemment, n'atteindra jamais la complétude, car la complexité n'est pas la complétude, au contraire, elle porte en elle le sentiment de l'incomplétude et de l'inachèvement de toute connaissance, mais elle apporte quelque chose de beaucoup plus important que la connaissance ordinaire. À ça, il y a ce principe de Pascal qui est resté méconnu. Il est resté méconnu parce qu'on a vécu sur la base du principe cartésien. Cartésien est un philosophe de génie, mais dans sa méthode, les principes qui consistent à diviser et à séparer pour connaître, eux-mêmes, qui ont eu des conséquences utiles dans la spécialisation, ont eu des connaissances funestes en empêchant toute vue globale, toute vue d'ensemble, toute vue complexe. Donc, voici le grand défi de la complexité. Maintenant, deuxième point, la complexité se pense. C'est-à-dire que, puisque la connaissance est la source des erreurs, des illusions, des aveuglements, des dogmatismes, etc., et comme la connaissance ordinaire tend à considérer que la réalité existe en dehors de son observateur sans savoir que l'esprit humain y projette ses structures et qu'il y a toujours un lien entre le sujet et l'objet, donc il est nécessaire de connaître la connaissance. Le point que j'ai toujours souligné est que le plus grand inconnu se trouve paradoxalement dans la connaissance elle-même.
Et c'est cette connaissance, effectivement, qu'il faut connaître, et c'est pour ça que nous avons une table ronde capitale qui est consacrée à ce thème. Et il faut la connaître depuis la connaissance perceptive jusqu'à la connaissance à travers les mots, les phrases, le langage, à les systèmes d'idées dont certains sont ouverts et accueillent les arguments contraires ou les faits contraires, mais d'autres se ferment dogmatiquement et refusent la contestation. Et finalement, disons, ce cercle, disons, épistémologique vous dit quoi? Vous dit simplement que il n'y a pas un trône à partir duquel on peut dominer, contrôler la connaissance. Parce que nous savons que non seulement que la connaissance a ses structures propres avec le langage, les systèmes et ce que j'ai appelé la noologie, les choses de l'esprit, eux-mêmes contrôlés en profondeur par des paradigmes, mais que tout ceci dépend d'une certaine façon de l'esprit humain, c'est-à-dire finalement de la connaissance anthropologique, et que aussi tout ceci dépend des conditions historiques et sociales dans lesquelles est la connaissance. À mon avis, il faut toujours être présent dans l'esprit que toute connaissance est inséparable de ces conditions de formation et d'émergence, alors que jusqu'à présent, seuls quelques épistémologues distingués qui eux-mêmes pensent contrôler la connaissance à partir de leur propre logique, se pensent sur ce problème, mais ce problème doit être le problème de chacun et de tous. Nous savons que la connaissance est toujours quelque chose, le produit d'un ensemble complexe de conditions. Et maintenant, troisième point, la complexité s'enseigne. D'ailleurs, il y a une table ronde là-dessus. Et là aussi, qu'est-ce qu'il faut enseigner? Il faut enseigner à contextualiser. Il faut que les esprits soient toujours prêts à contextualiser la moindre information et la moindre connaissance factuelle. Il faut savoir que les esprits soient toujours prêts à intégrer un savoir dans le système où ils se trouvent et où ils participent. Il faut enseigner que l'esprit qui veut connaître rencontre toujours des ambivalences et des contradictions et que son but, la vraie connaissance, n'est pas celle qui écarte l'ambivalence parce qu'elle devient simplificatrice et fausse, ce n'est pas celle qui écarte la contradiction, mais celle qui les affronte. La connaissance, et nous voyons sans cesse des contradictions. Nous savons qu'il y a de la civilisation, qu'il y a de la barbarie dans notre civilisation, mais même que dans ce qu'on appelle la barbarie, il y a de la civilisation, que l'univers est à la fois en construction et en destruction, et que nous sommes à la fois nous vivons, comme disait Trinker, le thermodynamicien, notre organisme fonctionne à la température de sa propre destruction. Et c'est la fameuse formule d'Héraclite, vivre de mort, mourir de vie. Cette relation antagoniste est en même temps fondamentalement complémentaire. Ce qu'il faut enseigner, c'est ça, c'est la capacité de penser que des antagonistes peuvent être complémentaires et que des complémentaires peuvent être antagonistes. Mais si la complexité s'enseigne par une voie que l'on peut appeler théorique, celle que je viens d'indiquer, elle s'enseigne aussi par une voie thématique. Et c'est pourquoi les 7 savoirs qui constituent ce petit livre que l'UNESCO a bien voulu éditer grâce à Gustavo López Espina, qui à l'époque dirigeait une division à l'UNESCO, a publié ce livre. C'est-à-dire que je veux dire que, par exemple, si vous prenez le problème de la connaissance, vous devez faire appel à des disciplines diverses. Si parmi les 7 savoirs, il y a l'éducation à la compréhension humaine, cette éducation pour comprendre autrui doit faire appel à l'histoire, à la psychologie, à la sociologie, à différentes sciences. Si vous mettez parmi les 7 savoirs
l'affrontement des incertitudes, vous devez aussi unir beaucoup de connaissances séparées. Et bien entendu, parmi les 7 savoirs, il y a une chose centrale, qui sommes-nous, êtres humains? Et à ce moment-là, nous découvrons effectivement que tout ce qui concerne l'humain est dispersé dans toutes les sciences, puisque nous sommes des êtres à la fois psychiques, culturels, biologiques, physiques, nous sommes aussi des machines physiques, et nous sommes aussi constitués d'atomes dont les particules sont peut-être nées dans toute l'histoire de l'univers. Donc nous sommes reliés, toutes les sciences, quelles qu'elles soient, depuis les sciences les plus physiques jusqu'aux connaissances philosophiques, sont absolument, doivent être liées. Et malheureusement, le trou énorme, le trou noir dans nos systèmes, c'est qu'on n'enseigne nulle part ce que nous sommes, êtres humains. Donc, voilà l'important. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas seulement par un enseignement théorique, mais par l'enseignement des 7 savoirs qui multiplient et les approchent et qui permettent à la fois aux enseignants et aux enseignés d'avoir une culture. Qu'est-ce que c'est qu'une culture? C'est quelque chose qui dépasse sa spécialité. Et il est important que les littéraires, que les philosophes eux-mêmes puisent dans les sciences des acquis formidables, des sciences notamment dans notre siècle. Et il est indispensable que les sciences cessent d'être uniquement fermées par des spécialistes et réfléchissent sur l'importance sociale et culturelle de ce qui leur arrive et sur leurs conditions de développement et dans leur histoire. Et j'ajoute que dans cette culture, la littérature et la poésie ne sont pas simplement des choses qui nous donnent des belles émotions, ce sont des choses qui nous enseignent sur l'être humain, qui nous renseignent sur la vie, ce sont des acquis fondamentaux, et tout ce qui tente à réduire ce qu'on appelle les humanités est quelque chose au profit de connaissances uniquement techniques et spécialisées, et quelque chose qu'on peut qualifier de barbarie. Donc, voilà les problèmes au niveau de l'enseignement de la connaissance. Et maintenant, je dirais au 4e point, c'est que la connaissance se vit. Elle se vit quoi? Parce que nous vivons en étant amenés à prendre des décisions. Et nous devons savoir que toute décision est un pari. Parce que toute décision pour prendre une action, non seulement va faire que notre action, surtout quand l'environnement est instable, va entrer dans un jeu d'interaction et de rétroaction qui vont détourner sans doute le sens de l'action et parfois la faire revenir comme un boomerang sur la tête, comme lorsque Napoléon III a décidé la guerre contre la Prusse qu'il pensait réduire rapidement par une victoire, et où la France a été anéantie, envahie par ce petit État qu'était la Prusse. Toutes les erreurs, les multiples erreurs dans les décisions politiques sont venues du fait qu'on a ignoré qu'une décision est un pari et qu'on a cru qu'elle était porteuse de certitude. Alors ça, c'est important. Et quand vous savez que la décision est un pari et que l'environnement est aléatoire, comporte des aléas, des instabilités, effectivement, il faut abandonner l'idée d'un programme, c'est-à-dire qui prévoit d'avance la succession des événements possibles dans un cadre stable. Dans une usine, par exemple, il y a un programme pour fabriquer les voitures. Mais quand l'environnement n'est pas stable, comme nous sommes dans la vraie vie, quand nous ne sommes pas enfermés dans un cadre très fermé, eh bien, à ce moment-là, arrivent les événements, les hasards, les aléas, et il faut une stratégie qui consiste à utiliser les hasards et les informations pour se modifier et pour se transformer. Ça, donc, donc la vie, la décision appelle la complexité. Beaucoup peuvent penser que justement c'est très ennuyeux parce que la complexité nous montre le pour et le contre. Et justement, ça nous oblige à réfléchir sur le pour et le contre avant de décider. Maintenant, si on prend maintenant l'éthique,
Moi, je crois que l'important dans l'éthique, c'est de voir ces sources qui sont anthropologiques et que l'on trouve dans les sociétés humaines les plus anciennes, et sans doute aussi dans les sociétés hominiennes et qu'on trouve dans certaines sociétés mammifériennes, c'est la solidarité et la responsabilité qui sont liées l'une à l'autre. C'est ça les sources de l'éthique. On ne va pas s'amuser à définir le bien qui varie selon les conditions et selon les civilisations. Il faut voir que ce qui est vital partout, c'est solidarité et responsabilité, et que ces idées clés sans lesquelles il n'y a pas de communauté possible, sans lesquelles il n'y a pas de nation possible, ces idées clés sont désormais nécessaires à l'échelle planétaire. Ce qu'il faut aussi, je pense, important, c'est dans la vie, la complicité, voir que l'éthique, ce n'est pas seulement des impératifs simples, il y a des contradictions éthiques, ce que déjà Bateson appelait les double bind, c'est que par exemple, la souffrance d'un malade à l'hôpital qui demande à ce qu'on arrête le tuyau qu'il maintient en vie, mais le médecin dans une contradiction éthique, parce que d'un côté, il a l'éthique du serment d'Hippocrate qui, lui, la vie avant tout, il faut sauver la vie, et il a une deuxième éthique qui est la compassion pour la souffrance et le respect de la décision de celui qui veut mourir. Nous avons beaucoup de contradictions éthiques. Il y a des cas où nous devons avant tout penser à notre famille, d'autres cas où nous devons penser à notre communauté plus large. Et qu'est-ce qui est le plus important? Autrement dit, il faut comprendre que dans l'éthique, il y a des contradictions. Et je pense que en politique, c'est ça aussi qu'il est important de concevoir. Et je pense qu'il faut aujourd'hui concevoir qu'on peut traiter des problèmes complexes à condition qu'ils ne pourrissent pas, puisque nous avons eu l'expérience en France de la guerre d'Algérie. C'était un conflit qui aurait pu se régler avant toutes les hécatombes qui sont venues, si c'était en 1956-57, c'est-à-dire 2 ans après l'insurrection de la Toussaint. Mais il y a eu défaillance, disons, de part et d'autre, et la guerre a pourri, et elle a conduit à la possibilité de 2 dictatures, en France avec des généraux, en Italie avec celle du Front National. La France a évité par miracle, grâce à l'action du président de l'époque, qui était De Gaulle, une dictature militaire. L'Algérie n'a pas évité la tragédie d'une dictature. Et aujourd'hui, au Moyen-Orient, nous voyons que les choses sont trop tard. Je veux dire qu'on ne peut pas tout régler. Il y a des moments favorables où on peut arriver à trouver le compromis, à trouver la paix, à arrêter le massacre. La seule chose qu'on puisse essayer aujourd'hui, c'est d'arrêter le massacre. Donc, si vous voulez, c'est très important. Et je crois qu'il faut être vigilant à tout ce qui pourrit dans le monde historique qui est le nôtre. Et je veux ajouter un dernier mot, c'est que la politique réduite à l'économie est déjà une erreur. Et quand l'économie elle-même est réduite à une conception d'une école qu'on appelle néolibérale comme étant la vérité scientifique, c'est une conception non unilatérale et fausse. Quand il y a, comme je vous l'ai dit, l'impérialisme du calcul, celle-ci, effectivement, cet impérialisme nous rend aveugles à tout ce qui est humain, à tout ce qui est la souffrance, la joie, le bonheur, nous vit. Et je crois que là aussi, c'est ce qui nous transforme, et malheureusement transforme les dirigeants et les peuples à un moment donné. Je répète ce que j'ai vécu dans les années 30-40 et ce que malheureusement nous sommes en train de vivre. Nous sommes des somnambules, dirigeants et peuples sont des somnambules. Et la pensée complexe est une pensée d'éveil. Bien sûr, nous sommes toujours possédés par les forces obscures, nous ne serons jamais absolument libres,
mais nous éveillons, c'est-à-dire, comme disait Héraclite à nouveau, Héraclite disait « éveillés, ils dorment ». Moi, je reprends Héraclite à l'envers en disant « nous dormons, mais éveillons-nous ». Bien entendu, nous ne cesserons pas de dormir, mais soyons éveillés. Le dernier point, le 5e point, après le fait que la complexité se pense, que la complexité s'enseigne, que la complexité se vit, je dirais que la pensée complexe nous lie au monde. Il y a deux liens, deux reliances au monde différentes. La première, c'est la reliance anthropo-bio-physico-cosmique. Comme je l'ai indiqué très rapidement, puisque nous portons en nous l'histoire de la vie, depuis les premières cellules vivantes jusqu'au développement particulier des vertébrés, des mammifères, des primates, nous portons quand même en nous une histoire profonde de la vie, et nous portons l'histoire profonde du monde physique, puisque, je le répète, nos molécules, nos atomes se sont formés dans un soleil antérieur au nôtre, à partir de particules qui sont apparues au début de l'univers. Nous portons en nous, d'une façon inconsciente, toute l'aventure de l'univers, mais en même temps, nous sommes liés. Et le grand progrès de la conscience écologique, c'est de faire comprendre que cette nature que nous croyons faite d'objets à maîtriser et à manipuler, que cette nature elle-même, si nous la manipulons jusqu'au bout, elle se détruira et notre vie sera impossible. Nous sommes dépendants de cette nature que nous maîtrisons, et cette nature elle-même nous maîtrise tout en étant dépendante de nous. Donc, il y a la relation anthropo-biologique à laquelle la pensée complexe rend absolument conscient. Et la deuxième reliance, c'est la reliance de ce qu'on peut appeler l'ère planétaire. C'est une notion que j'ai commencé, d'ailleurs qui est venue de Heidegger, quand je faisais la revue Argument dans les années 50, que j'ai reprise à mon compte, et dans le fond qui recouvre le stade actuel de la mondialisation. Et nous vivons actuellement un moment crucial pour la mondialisation techno-économique, à créer en fait un destin commun et en même temps des périls communs avec la dégradation de la biosphère, la multiplication des armes nucléaires, l'économie incontrôlée, la domination de la spéculation financière, bref, tout un ensemble de choses dans lesquelles angoisse, incertitude créent aussitôt des croyances, des fanatismes, des conflits. Nous sommes entrés dans un monde conflictuel qui risque d'aller vers des catastrophes, et en même temps que nous savons que la science nous offre des perspectives de vieillissement en bon état physique ou de libération des tâches pénibles par le fait que les robots et les machines intelligentes se développeront. Bon, nous avons deux avenirs, l'un apparemment très beau et l'autre désastreux, mais je pense que le bel avenir ne peut pas venir puisque les facteurs qui développent l'avenir désastreux eux-mêmes se multiplient. Donc, voilà un peu l'ensemble des problèmes que nous aurons à affronter au cours de ces journées. Et je termine en vous disant la joie profonde que j'éprouve de vous savoir rassemblés ici. Beaucoup d'entre vous sont des amis d'esprit et de cœur que je retrouve après des années d'absence. Beaucoup d'entre vous sont des amis inconnus qui ont suivi les voies dans lesquelles je me suis engagé. Je me sens ici fraternel avec vous. C'est pour ça que toute idée d'hommage qui me fait plaisir, mais à mon avis doit être secondaire et subsidiaire à l'idée
de fraternité qui nous unit.